Yo les bros et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle review du chapitre 1039 de One Piece. Un chapitre entièrement et exclusivement dédié au combat de Law et Kid contre Big Mom. Oda a passé la vitesse supérieure avec leur affrontement et pourrait déjà l'avoir fini aujourd'hui dans ce chapitre. L'éveil des pouvoirs des supernovas sera de rigueur et par-dessus tout, leur volonté devrait être encore plus forte que la plus puissante femme des mers. On va voir tout ça ensemble dans cette nouvelle review. En même temps, cette vidéo servira à vous faire patienter jusqu'à ma prochaine vraie grosse vidéo. Je relis actuellement tout One Piece pour préparer les futures théories et sujets de l'année 2022. Alors ça prend beaucoup de temps, mais soyez sûr que la suite ne sera que meilleure. Merci à tous une nouvelle fois pour le soutien apporté. N'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo pour le référencement et à vous abonner. On se rapproche de l'objectif des 300 000. Installez-vous bien et retournons à Onigashima. Le chapitre s'ouvre avec Momonosuke. Comme depuis un bon moment déjà, il se bat toujours avec Onigashima elle-même en essayant tant bien que mal d'éloigner l'île de la capitale des fleurs. Sa nouvelle stratégie consistant à tirer les nuages de flammes créés par Kaido pour ralentir l'île semble plutôt bien fonctionner, mais ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que notre cher descendant d'Oden entend une voix. Pour rappel, le chapitre 1037 nous aura gratifié d'une fin incroyable avec l'arrivée de Zunesha sur Wano Kuni, une nouvelle apparition de la plus grande créature du monde étroitement liée à Momonosuke, puisque seul lui semblait capable de la contrôler. La présence proche de Zunesha, la voix que perçoit Momonosuke, l'équation est simple, l'éléphant protégeant la civilisation des Minks s'approche encore et encore de Wano Kuni et tente déjà de communiquer avec Momonosuke. J'ai toujours en idée que Zunesha aidera le seul capable de le contrôler en soutenant l'île d'Onigashima, et c'est ce qui pourrait bien se passer dans les prochains chapitres. Comme je le mentionnais en début de vidéo, ce chapitre est exclusivement dédié, à part la micro-partie sur Momonosuke, au combat de Law et Kid contre l'impératrice Big Mom. Tout naturellement, leur combat reprend donc où Oda l'a laissé, après l'attaque infligée par Kid et son taureau métallique. Forcément, ça n'aura pas suffi pour vaincre Big Mom et une nouvelle dispute éclate entre Law et Kid. Toujours pour la même raison, l'ego de l'un tente de prendre le dessus sur l'autre, etc. Une chose m'a cependant marqué. Law reproche à Kid de chaque fois faire une attaque encore plus puissante et stylée après les siennes. Ce dernier ne s'en cache pas et révèle effectivement que ce sera lui qui donnera le coup final à Big Mom. On va un peu sauter les étapes dans cette review car effectivement c'est bel et bien Kid qui donne le coup final dans ce chapitre à nouveau, après que Law ait fait une technique encore plus incroyable que la précédente. Il faut croire que c'est la dynamique qu'Oda souhaite donner à ce duo, car même avec du recul, 3 des derniers chapitres mettant en scène le combat Kid et Law contre Big Mom, le chapitre se clôt avec une attaque de Kid. Sauf que, eh bien, je pense que la défaite d'un empereur, d'un adversaire de l'acabit de Big Mom, devrait se faire après la symbolique d'une attaque combinée entre celle de Kid et de Law, de façon à ce que ce soit ni l'un ni l'autre précisément, mais bien les deux ensemble qui fassent chuter l'impératrice de son trône. Donc on en reparlera à la fin lorsqu'on analysera la page finale du chapitre, mais j'ose imaginer que le combat n'est pas réellement terminé et que Law et Kid devront attaquer simultanément pour la symbolique que les deux soient parvenus au même moment à vaincre un empereur. Je parle déjà beaucoup des supernovas mais pas assez de la principale intéressée, Big Mom. Les dégâts qu'elle a pris sont très importants, au point qu'ils aient réussi la prouesse de lui casser le bras gauche. Jusqu'à présent, jamais un empereur excepté Barbe Blanche n'avait été dans un tel état. La puissance de Law et Kid a vraiment explosé toutes les limites qu'on aurait pu imaginer, et leur victoire sur l'impératrice n'a jamais été aussi claire qu'aujourd'hui. Pourtant, ça ne semble pas suffire puisque grâce au pouvoir du Soru Soru no Mi, Big Mom est tout simplement capable de redonner vie à ses os, ce qui aura pour effet de les réparer. Elle déborde de puissance, son bras n'est plus cassé, et son fruit du démon prouve une fois de plus être dans le sommet du classement des paramécias. Ce fruit est très clairement l'une de mes surprises préférées autour de Big Mom. En plus de coller parfaitement à son univers, Oda a su l'exploiter de la meilleure des manières et de le rendre toujours plus intéressant et puissant au fil des combats. Pourtant, il est étonnant que Big Mom n'ait pas eu l'idée de concéder un peu de son âme pour donner vie au taureau métallique de Kid. Finalement, c'était pas une plus mauvaise idée que de donner vie à des poutres métalliques qui auront servi à rien si ce n'est d'être trop facilement contrôlés par Kid. En tout cas, ça ne change rien quant au potentiel et au contrôle incroyable que Big Mom a sur son fruit du démon. D'ailleurs, elle en profite pour signer le retour de la fameuse Mother Saber, la combinaison de ses 3 homies les plus puissants. Une attaque utilisée pour la première et dernière fois face à Ulti, plus tôt dans la gare d'Onigashima, qui, encore une fois, sera assez violente pour couper en deux le taureau métallique de Kid. Que ce soit en robustesse, en force ou en maîtrise, personne n'égalise avec Big Mom. Le destin de Kid et de Law aurait pu être bien plus capricieux s'ils avaient dû l'affronter tout seuls.
Et justement, Law et Kid contre-attaquent à nouveau en dévoilant des pouvoirs reliés à l'éveil de leur fruit du démon. Celui de Kid consistera à assigner une polarité à Big Mom, ainsi qu'à un objet, afin de créer cet effet aimanté pour neutraliser la Yonko. Si vous n'avez pas trop compris ce passage, laissez-moi vous l'expliquer car il est très simple. Un aimant a deux pôles, un pôle nord, un pôle sud. Lorsqu'ils sont opposés, ces deux pôles s'attirent, et lorsqu'ils sont similaires, ils se repoussent. Le S sur le front de Big Mom signifie South, donc sud, et permet à cette dernière d'être attirée par le N, le North, traduit par nord, de la tour d'Onigashima. En gros, et grâce à son éveil, Kid est capable de donner une polarité aimantée à des choses qui ne sont pas destinées à l'être et lui permet les plus grandes prouesses. La maîtrise de son fruit du démon a donc vraiment atteint son paroxysme, il fait partie des rares à contrôler chaque facette de son Jiki Jiki no Mi. Que ce soit la création d'immenses entités, de donner ou non les propriétés d'un aimant à une cible humanoïde, voire même de voler, il sera difficile pour lui de faire mieux dans l'utilisation de ses pouvoirs. En tout cas, et malgré sa faible expérience, contrairement à un Doflamingo ou un Katakuri ayant éveillé leur pouvoir à un niveau assez haut, Kid démontre être, tout comme Luffy, un surdoué du combat en rivalisant avec les plus grands. Du coup, si Oda nous réserve un tel power-up chez Luffy lorsqu'il éveillera son fruit face à Kaido, nous pouvons être sûrs que le final de leur combat sera vraiment légendaire, et les nouveaux pouvoirs de Luffy risquent de nous faire voir d'une façon bien différente la véritable puissance de celui qui libérera Wano Kuni. Concernant Trafalgar Law désormais, bien on va pas se le cacher, c'est lui qui nous aura mis sur le cul aujourd'hui en dévoilant une nouvelle attaque d'une envergure colossale. Grâce à son éveil, il utilise une technique traversant Big Mom, Onigashima, jusqu'à atteindre le sol de Wano Kuni juste en dessous. En effet, sa lame s'est miraculeusement agrandie et a déchargé une énergie suffisamment puissante pour détruire le sol dans lequel elle était plantée, occasionnant des dégâts irréversibles à la Yonko. Visuellement, c'était déjà absolument fou et rares sont les attaques avec un rendu visuel aussi plaisant. Mais c'est surtout techniquement que cette nouvelle attaque est incroyable. Grâce à sa Karum, Law parvient à élargir et agrandir son Kikoku, sa lame emblématique. Pour l'instant, j'ai du mal à cerner comment une telle chose est possible. Est-ce grâce à son fruit du démon, à son Odachi ou aux deux? Pour rappel, et jusqu'à présent, le Ope no Mi n'a jamais été une seule fois capable d'agrandir quoi que ce soit, ni de rajouter de la matière à un élément. Alors que le Kikoku est, d'après Oda dans le SBS 71, une lame maudite. Sans connaître les propriétés qui lui sont données, il se peut que cette particularité et cette malédiction fassent du Kikoku une lame extensible. C'est peut-être difficile à concevoir, mais pas impossible. En tout cas, j'ai beaucoup plus de mal à concevoir comment il peut rallonger de plusieurs mètres son katana rien qu'avec son fruit du démon. Encore une fois, l'éveil de son Ope no Mi fut donc particulièrement étonnant. On en attendait beaucoup venant de ce fruit, il faut dire que c'est le seul à avoir une histoire digne d'un personnage à part entière. Le mystère qui plane autour de son pouvoir ultime, à savoir l'opération de jouvence, nous donne la certitude que le futur saura développer davantage l'histoire et l'utilisation de ce Ope no Mi. Et Law nous prouve une fois de plus qu'en plus d'avoir une utilité certaine, autant sur le plan médical que tactique, le Ope no Mi s'est dévoilé une puissance colossale et à toute épreuve. Cependant, et comme la communauté aime bien s'engouffrer dans des débats interminables, j'ai l'impression qu'un nouveau sujet de discussion a vu le jour mettant en dualité Kid et Law, et qui est le plus puissant parmi eux deux. La défaite de Big Mom pouvant ainsi être le parfait moyen d'avoir une réponse à cette toute nouvelle question. Et bien justement, ce combat montre qu'ils sont tous les deux à un niveau terriblement proche. Que Oda départage relativement équitablement les rôles entre ces deux-là. Chacun parvient à encaisser de plein fouet les dégâts de la Yonko et lui redonner au centuple. Ils ont éveillé leur pouvoir au même moment, et même leur temps de parole pourrait être similaire. Quoi qu'il en soit, Law et Kid sont réellement mis sur un même piédestal dans ce combat. La seule chose qui pourrait avoir un éventuel effet, à la rigueur, c'est que Kid a le Haki des rois alors que ce n'est pas encore confirmé du côté de Law, et qu'il a tendance à porter les coups finaux comme s'il disposait de la meilleure puissance de frappe. C'est donc la seule véritable chose qui pourrait faire défaut au chirurgien de la mort, et encore. Donc il me semble pas forcément nécessaire ou pertinent de tenter de trouver un meilleur ou un moins bon quand justement on peut profiter d'un combat avec un niveau aussi respecté. Concernant leur légitimité à vaincre Big Mom, maintenant, ça on en reparlera dans quelques minutes. Pour finir la partie éveil, c'est au tour de Big Mom de nous dévoiler l'une de ses cartes maîtresses, Bahuhu Misery, une extension du Mazer Saber qui combine le feu de Prométhée à la foudre d'Hera, guidée par Napoléon pour créer une toute nouvelle entité faisant d'elle la plus puissante omise de Big Mom littéralement. Là encore, quelle que soit la nature de l'élément, quelle que soit la puissance de l'élément, Lin Lin nous montre toute sa capacité à les contrôler. Mélanger la foudre et les flammes pour créer un nouvel Omise, ce n'est pas un problème pour elle. Là où Law et Kid sont exténués dans l'utilisation de leur fruit du démon, Big Mom, elle, continue de se battre sans relâche depuis des dizaines de chapitres en exploitant tout le potentiel de son pouvoir et ce sans jamais être essoufflé. L'endurance légendaire qui lui est propre et que Capone Badge nous avait déjà vanté durant l'arc de Whole Cake Island est toujours présente, mais jusqu'à quand? Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est encore au tour de
de Kid de clôturer ce chapitre en attaquant Big Mom à l'aide de sa nouvelle technique Damned Punk. Un canon électrique ou même électromagnétique conçu par Kid que Big Mom aura pris de plein fouet après, semble-t-il, avoir sous-estimé la puissance dégagée par cette nouvelle attaque. À nouveau, le sang jaillit de la bouche de l'impératrice qui vient de subir à l'instant un choc comme elle a dû rarement en subir. C'est presque comme si Kid venait de miniaturiser à l'instant un rayon laser et que Big Mom devait tanker ça sans broncher après tous les dégâts subis dans ce chapitre et les précédents. Effectivement, la question peut se poser, est-elle réellement KO? Le combat est-il clos après plusieurs mois de suspense? Eh bien, j'espère pas. Non pas car je ne veux pas que Law et Kid gagnent ce combat alors que je sais très bien qu'ils le gagneront quoi qu'il arrive, mais plutôt car ce qu'on va vivre c'est pas la défaite d'un King ou d'un Queen. Non, c'est un empereur. Ce sont plusieurs années et plusieurs centaines de chapitres de développement qui vont prendre fin là maintenant. Il faut un peu plus de drame, un peu plus de spectacle, un peu plus de speech comme Oda sait si bien les faire. La défaite de Doflamingo, la défaite de Katakuri, même la défaite de Rob Lucci, il y avait un truc derrière, un sentiment de fin, de renouveau et de suite. Même du côté de Sanji et Zoro, la fin de leurs combats respectifs transpire l'évolution et le changement, autant sur le plan combatif que psychologique, que les répercussions que ça aura sur le monde. Là, j'ai pas encore cette impression, alors que je devrais l'avoir. La défaite de Big Mom, c'est l'équilibre des forces qui se chamboule à nouveau. C'est l'ordre des Yonko qui peut potentiellement disparaître. C'est des centaines de territoires sans protection. Mais par-dessus tout, c'est un changement pour Law et Kid. Ils ne seront plus les supernovas qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt les monstres ayant vaincu un Yonko, avec l'augmentation de primes colossales et de réputation qui ira avec juste après l'arc de Wano Kuni. C'est donc tous ces éléments qui me poussent à croire que non, Big Mom n'est pas tombé définitivement dans ce chapitre, mais oui, effectivement, ça ne va pas tarder que ça vous plaise ou non. Encore une fois, la défaite de Big Mom et la légitimité de Kid et Law d'en être les principaux acteurs risquent d'être largement débattus et sujet à bon nombre d'incompréhensions. Alors laissez-moi tenter de remettre un contexte à certaines choses en tant qu'humble fan de One Piece. 25 ans que One Piece perdure, 25 années qu'Oda nous fait voyager dans tous les sens, et peut-être même 20 ans à repousser l'échéance de son manga pour aller jusqu'au bout de ses promesses et de terminer son œuvre avec le sentiment de n'avoir rien oublié. Forcément et objectivement, One Piece peut développer un défaut pour mettre en avant une qualité. C'est le cas pour les combats. La plupart du temps, certains y trouveront une finalité peu concluante à cause de facilité scénaristique, poussant les antagonistes surpuissants à perdre face au pouvoir surréaliste développé par les protagonistes. Mais ça a toujours été comme ça. Au final, One Piece s'est toujours déroulé de la même manière. Les adversaires censés être astronomiquement loin du niveau du protagoniste finissent toujours par perdre. C'est systématique. Les exemples flagrants sont Crocodile, Ener et Katakuri. Chacun avait un pouvoir plus grand, une expérience plus prononcée et se battait dans de bien meilleures conditions que Luffy. Il n'était ni forcément affaibli, ni handicapé ou fatigué, contrairement à ce dernier. Pourtant, Luffy en venait à bout. Et Oda a toujours justifié ça de la même manière, c'est celui à la plus grande volonté qui l'emportera dans un combat. C'est celui qui parviendra à se relever, même proche de la mort, qui méritera de finir vainqueur. C'est peut-être un message volontaire de la part de l'auteur pour montrer que quelle que soit l'intensité d'un problème ou d'un danger qu'on peut affronter dans une vie, rien n'est plus puissant que la détermination et la hargne de vivre. Ça vaut pour Luffy, mais ça vaut aussi pour tous les protagonistes. Chacun des Mugiwara remporte la victoire dans un arc, alors que sur le papier, ça paraissait presque impossible. Usopp versus Chu, Nami versus Doublefinger, Zoro versus Mr. One, certains ont été terrifiés par l'écart de puissance, d'autres par l'idée d'affronter une faiblesse, sauf qu'à aucun moment ils ne se sont donné le choix de faire autrement. Le destin voulait qu'ils affrontent ce monstre, et pour atteindre leur rêve et accomplir leur volonté, alors ils n'avaient d'autre choix que de le vaincre. C'est donc pour ça que Big Mom va perdre, que Kaido va perdre, et même que tous les autres perdront en fait. L'ère des pirates d'aujourd'hui est celle des rêves, de la volonté, car pour accomplir sa véritable destinée, chacun devra surmonter et dominer l'obstacle qui leur feront face. Et même s'il est parfaitement normal d'y voir un manque de logique dans un premier ou second temps, il ne faudrait pas nécessairement voir le mal dans le fond de la défaite d'un empereur, mais plutôt dans la forme. On sait que Luffy deviendra le roi des pirates, mais le plus important c'est de savoir comment il va y parvenir. On sait que les Yonko doivent chuter, c'est l'ordre naturel des choses, mais le plus important est de savoir comment ils vont perdre. Dans le cas de Big Mom et de son combat contre Law et Kid, elle est monstrueuse et les pouvoirs du Solu Solu no Mi le sont tout autant. Et c'est dommage d'avoir fait un tel personnage pour ne pas aller au bout de sa puissance et son écriture. Elle aurait eu l'occasion de les tuer 150 fois, comme Kaido aurait eu l'occasion de tuer 150 fois Luffy. Pourtant, Oda a décidé de ne pas faire profiter ses antagonistes de l'aubaine qu'ils avaient devant eux, et c'est ça qui est dommage, et qu'on peut regretter. Créer des situations qui ne seront utiles qu'à la victoire du protagoniste. Le fond du problème n'est donc pas que Kid et Law parviennent à la vaincre, car Big Mom est l'obstacle sur le chemin de leur destinée, mais plutôt que la réputation de leur adversaire ne soit pas, à ce moment même, respectée à la lettre. C'est là où personnellement j'ai eu le manque du sentiment de danger,
car même en tant que simple lecteur que je suis, je savais très bien que Law et Kid s'en sortiront sans véritable séquelles. Certes, ils frôlent la mort, certes, ils utilisent jusqu'au dernier pourcentage de leur puissance, mais même avant leur combat, j'étais déjà convaincu qu'Oda n'allait pas prendre le risque de leur faire perdre, par exemple, un membre, ou des années d'espérance de vie, ou quoi que ce soit d'autre, tant que c'est un rappel de la force des plus puissants pirates des mers, et que face à de tels adversaires, on ne peut pas simplement s'en remettre après une bonne nuit de sommeil. Mais c'est comme ça qu'a toujours tourné One Piece, et ça ne nous empêche pas de déguster chaque miette de l'histoire actuelle, car nous sommes dans un tournant qui nous mènera à la fin de celle-ci. Même si la forme peut présenter quelques faiblesses par moment, le fond est indiscutable et suit une route des plus logiques. Les temps changent, les nouveaux pirates sont plus puissants que les anciens, c'est un ordre intemporel, et dans 40-50 ans, des challengers encore plus puissants que Law et Kid les affronteront et prendront leur place. Le gouvernement est actuellement une organisation semblant inébranlable, capable de faire face à tous les dangers, qui a la main mise littéralement sur le monde. Pourtant, aucun d'entre nous n'a de mal à imaginer la fin des Tenryubito et du gouvernement mondial tel qu'on le connaît, tout simplement car ils affronteront des hommes tels que Luffy, dont la volonté peut déchirer les cieux. Au final, ce n'est que mon avis, mais à mon sens, le problème ne vient pas de la défaite des plus puissants pirates de ce monde. C'est un fait qui se doit être indiscutable, car sans ça, l'histoire de One Piece n'avancerait jamais.